entre, si vous voulez, dans une sorte de nouvelle phase de notre Renaissance, avec pour sujet général, donc, la Venusta et la Terribilità, deux notions que certains d'entre vous connaissent déjà, deux notions que peut-être d'autres vont découvrir, c'est-à-dire au fond les deux langages de la beauté douce et de la beauté rude, tels que les ont implantés en Italie Raphaël et Michel-Ange, respectivement, bien sûr. Nous parlerons d'ailleurs essentiellement ce soir de Raphaël, de Michel-Ange et de quelques-uns de leurs élèves. Mais pour vous mettre tout de suite dans le bain du maniérisme et pour que vous décidiez tout de suite que vous détestez ça, on va commencer par le tableau du jour. Il date de 1542. Ça va? Vous supportez? Pour te dire, ce tableau qui est une chose absolument fabuleuse, signé Bronzino, j'en reparlerai dans un instant parce qu'on fera l'historique de ce très curieux tableau. Ce tableau très curieux qui est aujourd'hui donc à la National Gallery de Londres est certainement l'une des œuvres les plus maniéristes de la période maniériste. Donc vraiment, là j'ai choisi de vous mettre tout de suite dans le bain. Nous découvrirons dans les semaines qui viennent des choses plus faciles peut-être, mais quand je dis facile, je veux dire plus abordables peut-être, alors que cette première œuvre-là, très pleine, très dense, en même temps très anguleuse, très froide et au fond très perverse, a peut-être de quoi rebuter à première vue, surtout quand on a passé des semaines en compagnie de Botticelli et de Léonard de Vinci. C'est naturellement tout autre chose. Alors, pendant que je parle, vous la regardez bien, il s'agit d'un triomphe de Vénus, ou en tout cas d'une allégorie du triomphe de Vénus, peint donc par Bronzino, dont je vous parlerai dans un instant. Et ce tableau-là est peint sur un grand panneau de bois d'1,41 m sur 1,16 m, à peu de choses près. Et encore une fois, c'est le chef-d'œuvre de son auteur, Bronzino, et certainement l'un des chefs-d'œuvre de l'école maniériste. L'auteur, c'est donc Bronzino, mais je vous dis tout de suite qu'il ne s'est jamais appelé Bronzino, il s'appelle Angelo di Cosimo di Mariano, virgule, di le Bronzino. Bronzino est une fois de plus un surnom. Un peintre dont nous parlerons, je l'ai dit, tout au long de notre rencontre d'aujourd'hui, mais dont je vous dis déjà qu'il est né en 1503, c'est-à-dire dans la grande période que couvrait à cette époque-là Léonard de Vinci, au fond, il était donc né en plein cœur de la Renaissance, pour mourir 69 ans plus tard, en 1572, à la fin de la grande période maniériste. Et il est d'ailleurs l'un des porte-parole de ce maniérisme. Alors, le tableau que vous avez vu a fait très longtemps partie d'une des grandes collections parisiennes, la collection Beaucousin. Et c'est à la fin du XIXe siècle que les Beaucousins, ayant quelques revers, quelques devoirs en même temps, ont décidé de peindre ce tableau. À l'époque, fin du XIXe, on avait un culte que vous connaissez sans doute pour Raphaël, c'est-à-dire une peinture douce, une peinture très sublimée, donc le tableau n'a absolument pas trouvé à quelle heure. Même parmi les responsables de l'époque du Louvre, on n'a pas compris l'aspect, encore une fois, froid, anguleux, bavard, disert, amphigorique et un peu pervers de cette œuvre. Ça a choqué. Donc les Français ne l'ont pas acheté. Et ce sont les Anglais qui adorent toujours ce qui est marginal, ce sont les Anglais donc qui l'ont acheté. Et d'ailleurs pour un prix étonnamment bas, pour vous dire. Voilà. Et puis, à la National Gallery de Londres, ce tableau est l'orgueil des salles consacrées au XVIe siècle et il est mondialement reconnu comme une œuvre d'une importance capitale. Alors que faisait ce tableau-là à Paris? Eh bien, on peut suivre sa filiation, donc famille Beaucousin, et auparavant toute une série de grandes familles remontant jusqu'à François Ier, car François Ier était peut-être le seul Français à avoir reconnu le génie de Bronzino. Il avait acheté, et fort cher d'ailleurs, l'œuvre que vous venez de voir il y a un instant. Je signale aux amateurs et aux inconditionnels qu'une deuxième version du même sujet, de Bronzino également, encore plus chargée de personnages, encore plus chargée de symboles, et peut-être encore plus belle, vient d'être redécouverte il y a une dizaine d'années à peine dans les réserves du musée de Budapest, où elle est pompeusement exposée comme il se doit. Alors ce tableau étrange a une histoire étrange. Je ne parle pas de sa fortune muséographique de François Ier à la National Gallery, je parle maintenant de son devenir, de son invention à proprement parler. Aux environs de 1542, replongeons dans le XVIe siècle, aux environs de 1542, donc, la famille Médicis
a à ce moment-là à Florence, pour le service de la maison de Médicis, un flamand qui tisse comme personne, et ce flamand s'appelle Giovanni Rost, R-O-S-T, Giovanni Rost. Et ce Giovanni Rost est capable de tout, donc on lui confie des cartons de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, avec de plus en plus de nuances, des modelés de plus en plus pervers, au point de vue métier tout au moins. Alors cette fois-là, on lui en donne, je dois dire, puisque les cartons de ces deux tapisseries ont été demandés au plus, comment dire ça, intransigeant de tous les peintres en matière de traduction. Ce peintre, c'est Bronzino, un homme qui peint dans des modelés presque imperceptibles, mais existants, un homme qui adore des gammes extrêmement froides, que la laine, même la laine et la soie, ont de la peine à rendre. C'est donc une épreuve de force, et les cartons sont commandés à Bronzino. Il doit donc y en avoir deux. Un beau jour, les Médicis, ou le Médicis, je répète, on ne sait pas lequel, le Médicis, disons, reçoit Bronzino et ses deux cartons. Deux cartons plaisent infiniment au maître. Il s'agit de deux sujets complémentaires. L'un, c'est l'innocence justifiée par le temps, et l'autre, c'est l'amour stigmatisé par le temps. Donc deux beaux sujets très maniéristes en soi, c'est-à-dire de grandes allégories, dont le héros principal dans les deux, c'est le temps, qui une fois fait une œuvre de célébration, il glorifie l'innocence, et l'autre fois une œuvre de damnation, pourrait-on dire, il stigmatise l'amour, bien sûr l'amour le plus profane qui soit. Donc deux allégories qui font un magnifique pendant. Or, le Médicis en question aime bien l'innocence, mais littéralement s'évanouit de bonheur devant l'amour profane. Le carton lui plaît tellement qu'il interdit à Bronzino de le donner à Rost. Il ne veut pas voir cette œuvre affadie par une traduction en tapisserie, et surtout il ne veut pas qu'on en fasse une œuvre décorative. Donc, il exige de Bronzino que l'artiste en fasse une version peinte sur panneau de bois, et il lui commande un deuxième carton, ce qui embête fort Bronzino. Alors Bronzino brosse une flora à toute vitesse. Aujourd'hui donc, on possède au Palazzo Vecchio de Florence les deux tapisseries. D'un côté, l'innocence justifiée par le temps, premier sujet, première mouture, et de l'autre côté, dans le même cadre, mais avec une composition un petit peu comme ça, Flora, qui a été bâclée par Bronzino, lequel s'intéressait beaucoup plus à faire cette fameuse version peinte que vous venez de voir. C'est-à-dire qu'au fond, le tableau que vous avez vu, c'est la traduction en peinture d'un carton à la tempéra qui a été jugé trop beau pour être, encore une fois, abattardi par la traduction en lice, et donc qui a été exécuté, comme vous venez de le voir, en peinture à l'huile. Et le Médicis en question l'a reçu de Bronzino et l'a offert au grand-duc Cosme Ier de Médicis. Dès lors, le tableau a fait partie, jusqu'à sa vente à la Maison de France, des collections de Cosme Ier de Médicis. Alors on va peut-être le revoir si vous voulez bien. Nous avons ici le même temps, c'est-à-dire le même bras musclé, dévoilant d'un coup généreux, comme vous pouvez le voir, le manteau bleu qui recouvrait l'amour et Eros, accompagné, il va de soi, d'une guirlande de personnages étonnants, parmi lesquels il y a des petits boutiques comme il se doit, mais aussi des figures assez épouvantables qui représentent, paraît-il, la jalousie, la délation et tous les tourments de l'amour, car comme vous le savez sans doute, l'amour a toujours beaucoup plus de tourments que d'heures de gloire. Alors ce qui est assez étonnant dans ce tableau-là, et ce qui est très maniériste déjà, c'est le couple principal qui glorifie en fait un inceste mythologique, puisque vous le savez sans doute, Cupidon, ou Eros, est le fils de Vénus. Or l'embrassement ou même l'enlacement auquel vous assistez n'a certainement rien de très filial. Autrement dit, il s'agit de l'une de ces scènes extrêmement philosophisées, si vous le voulez, ou en tout cas passées par le filtre d'une philosophie, permettant par là même le caractère un peu opiacé de cette allégorie. Ce qui est étonnant surtout, c'est une fois de plus ce rendu, cette technique qui est étourdissante, car autant les personnages sont infiniment véhéments, autant la technique se veut gelée, froide à l'extrême, sans concession aucune, de façon à ce qu'au fond, tout l'emportement du sujet passe grâce à la retenue même de la technique. D'où une impression
expression un peu boiteuse pour le spectateur du XXe siècle qui n'est plus guère habitué à ce langage si antinomique d'une inspiration profondément romantique, si vous le voulez, ou en tout cas déchaînée, débridée, mais d'un rendu infiniment calme et même, disons-le presque, austère. À l'époque, déjà, cette œuvre a été considérée comme un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, vous voyez comme le goût peut changer, elle est de nouveau considérée comme un chef-d'œuvre. Ça, c'était donc simplement une première œuvre maniériste, et maintenant, on peut se mettre à parler de maniérisme, c'est-à-dire voir ce que c'est, quand c'est né, comment c'est né, ce que cela veut dire, ce que cela englobe, jusqu'où ça va. Et je vous répète que ça va nous occuper un certain nombre de semaines, mais je vous promets que vous ne verrez pas que des mamans faire des vilaines choses avec leurs fils. Pour vous parler de maniérisme, j'ai décidé de partir sur un événement bien précis, dans un lieu bien précis et mettant en scène deux personnages bien précis. Et ce scénario de la rencontre de deux personnages, nous allons l'évoquer deux fois ce soir. Alors, premier événement maniériste, nous sommes à Rome, nous sommes le 31 octobre 1512, nous sommes dans une chapelle austère, enfin, elle était austère, elle ne l'est plus tout à fait, et il y a, comme je vous l'ai dit, deux personnages en présence, un pape et un artiste. Inutile de vous dire, moi je pense que vous l'avez deviné. Il s'agit pour le pape de Jules II, le commanditaire, il s'agit pour l'artiste de Michel-Ange, ou si vous préférez de Michelangelo Buonarroti. Nous sommes ce 31 octobre 1512, au jour de l'inauguration définitive de la chapelle Sixtine, qui est certainement la première source fondamentale du maniérisme. Alors, puisque ces deux personnages fantastiques, alors, par leur dimension, sont en présence, j'ai pensé qu'il était tout de même important de vous les présenter un peu, que vous sachiez qui ils sont. Parce qu'on sait des tas de choses, on sait que c'était déjà des gens mûrs, on sait déjà qu'ils étaient un petit peu bossus, on sait déjà qu'ils avaient un caractère épouvantable, et on sait qu'ils ont passé leur vie entière à s'engueuler. On sait ça surtout quand on a vu le film, et j'espère que vous avez vu le film, et cette scène merveilleuse où Charlton Heston, qui était Michel-Ange naturellement, se promenant dans la solitude, voyait les nuages se transformer en chapelle Sixtine. C'était certainement un des plus grands moments de l'histoire du cinéma. Alors, pour ceux qui ont vu le film, un petit peu de réalité objective et historique, je vous présente rapidement les deux personnages. Jules II d'abord. Jules II, c'est le pape, bien entendu, mais je vous rappelle qu'avant d'être pape, il s'appelait Giuliano della Rovere, qu'il était donc un des membres de cette extraordinaire famille della Rovere, parti de presque rien, parti d'un petit fief sans grande importance, mais culminant dans la période qui nous intéresse au fait de toutes les puissances possibles. Alors, la culmination, surtout l'apparition, la culmination de cette famille della Rovere est due à un membre qui a su si bien se placer qu'il a pu servir toutes les générations suivantes. Ce membre-là, c'est Francesco della Rovere, et la place qu'il occupait, c'était tout simplement celle de pape. Francesco della Rovere, c'était Sixte IV. À peine au pouvoir, Sixte IV, ou si vous préférez Francesco della Rovere, s'est mis à penser à sa famille. En cela, il avait un caractère extrêmement italien. Il savait qu'il avait une pléiade de neveux, pas toujours que des neveux, il avait une pléiade de neveux et il s'est occupé de les pourvoir. Alors, je veux dire, c'est absolument fabuleux de voir l'extension des grâces de Sixte IV. Nous connaissons au moins 8 neveux nantis, et on sait qu'il y en a eu d'autres, mais 8 ont été nantis, et regardez, 5 sont devenus, sans vous faire rire, cardinaux. Vocation par vocation, c'est secondaire. Ils sont devenus cardinaux. Un est devenu pape, et vous imaginez bien, ça va être Jules II, ça va de soi. Et 2 sont devenus princes, tout simplement. L'un des 2 princes a été le pire ennemi des Médicis à Florence. Le deuxième de ces princes a épousé la fille du duc d'Urbain. Et il a ainsi consacré l'avènement temporel de la famille della Rovere en lui ouvrant le duché d'Urbain. Or, si vous vous souvenez bien, si j'insiste sur cette question d'Urbain, c'est que j'ai eu l'occasion de vous parler de Francesco Maria, duc d'Urbain, et de son fils Guidobaldo, duc d'Urbain, dont nous avons déjà vu le portrait. Ce sont des della Rovere, car ce sont des descendants du neveu qui lui-même descendait du pape. Donc
famille della Rovere d'un coup d'un seul et en 2 ans, n'est-ce pas, devenir maîtresse de l'Italie avec une puissance spirituelle, la curie romaine et même le trône pontifical un tout petit peu plus tard, et aussi le pouvoir temporel avec donc ces quartiers de noblesse jusqu'au duché d'Urbain, qui est tout de même l'un des duchés déterminants de l'histoire de l'Italie. Alors, le neveu Giuliano devint donc pape sous le nom de Jules II et il occupera le trône de Saint-Pierre de 1503 à 1513, c'est-à-dire très peu de temps, disons bien, 10 ans à peine. Mais au terme de ces 10 ans, il laissera le souvenir d'avoir été l'un des hommes les plus intègres qui soit, ça c'est vrai, l'un des hommes qui a le moins écouté les factions et les 1000 partis du milieu vatican, c'est un fait encore. Donc c'est presque un saint, mais grâce à Dieu c'est aussi un homme. L'un des hommes les plus farouchement politiques qu'on ait jamais vu occuper une fonction ecclésiastique. Jules II était l'un des plus laïcs de tous les papes, parce qu'il était beaucoup plus homme politique que homme d'église à proprement parler. D'ailleurs, vous le savez, puisque si vous vous souvenez bien, il n'y a pas très longtemps, nous parlions de la Ligue de Cambrai de 1508, dont je vous avais dit que Jules II avait été l'une des chevilles ouvrières les plus importantes. Et nous sommes justement à l'époque, ou presque, de la Ligue de Cambrai, c'est-à-dire de la perte de Venise. Voilà donc pour Jules II ou Giuliano della Rovere, l'un des plus brillants des papes de l'histoire de la Renaissance. L'autre personnage, c'est Michelangelo Buonarroti. Alors là, j'irai un peu plus vite si vous permettez. Il est au début de ce qu'on appelle la maturité à l'époque, disons bien. Il a donc passé sa jeunesse à ce qu'on appelle sa formation. Cette formation est en fait brillante. Il a été élève de Ghirlandaio d'abord, puis d'un dénommé Benedetto da Maiano, dont je vous avais présenté une fois, au hasard d'un cours, une sculpture. Il vivait à Florence, où son génie de sculpteur avait été remarqué par le maître du temps, c'était Laurent le Magnifique, et Laurent le Magnifique l'avait adopté, presque au sens légal du terme. Il en avait fait en tout cas l'un des fleurons de cette académie avant la lettre qu'on appelait le jardin médicéen ou le jardin laurentien, c'est-à-dire cette grande résidence près de San Marco où tout l'art de la Renaissance s'est fait à proprement parler. À l'époque où nous sommes, même depuis avant l'époque où nous sommes, depuis 1505, le pape Jules II, jaloux de voir les Médicis garder pour eux le génie de Michel-Ange et surtout conscient que le génie de Michel-Ange pourrait absolument parfaitement servir son propre génie à lui, le pape Jules II donc, qui est aussi emporté que Michel-Ange, qui est aussi volontaire que Michel-Ange, qui est aussi décidé que Michel-Ange, autrement dit, qui est une sorte de Michel-Ange en voie de sanctification, le pape a fait appel à Michel-Ange, et d'une façon telle que Michel-Ange et les Médicis surtout n'ont jamais osé dire non. Appel pourquoi? Parce que Jules II a décidé de se faire son tombeau par Michel-Ange. Ce tombeau est une histoire épouvantable. Elle va ensanglanter la vie de Michel-Ange pendant 40 ans. Sans cesse, ces deux personnages qui sont beaucoup trop semblables pour collaborer vraiment, beaucoup trop identiques pour s'entendre véritablement, sans cesse donc ces deux personnages, à tombeaux interposés, vont s'entre-déchirer. Vous savez qu'à l'origine, ce tombeau devait être la gloire de Saint-Pierre, puisqu'il devait se trouver au centre, à la croisée du narthex, là où beaucoup plus tard Bernin mettra son fameux baldaquin. Le tombeau devait être là, il devait être une fabuleuse pyramide au sommet de laquelle se trouvait Jules II en apothéose. Vous savez sans doute que le tombeau n'a jamais été érigé et qu'un pauvre petit tombeau, un pâle petit tombeau, un moche petit tombeau est à voir aujourd'hui à San Pietro in Vincoli à Rome. C'est là que repose au fond le souvenir de Jules II sous la protection d'une seule des 42 figures commandées à l'artiste par le pape, une, mais c'est la plus grande bien sûr, Moïse. Et vous connaissez certainement le fameux Moïse de Saint-Pierre-aux-Liens, ou si vous préférez de San Pietro in Vincoli. Toujours est-il qu'à l'époque où nous sommes, Michel-Ange se rebive contre les exigences du pape, s'enfuit, revient, se réenfuit, revient, et que pour le visser une bonne fois, le pape lui commande l'impossible, c'est-à-dire à lui, sculpteur, une œuvre de peintre, à lui, homme rapide, une œuvre de longue haleine,
À lui, homme de mouvement, une œuvre qui le vise dans un lieu donné. C'est la décoration de la chapelle Sixtine. Et vous savez sans doute que Michel-Ange a tout essayé pour éviter cette commande inopportune. Il a tout fait pour s'en dégager, du moins les 2 premiers mois. Au bout du 2e mois et un jour, le projet d'une envergure phénoménale l'avait à ce point excité que c'est lui qui refusera de sortir de la Sixtine jusqu'au jour de l'inauguration. Et pendant 4 ans et demi, Michel-Ange a recouvert un plafond d'une des épopées picturales les plus fantastiques qui soient. Vous savez qu'il y a gagné sa gloire, mais perdu à jamais sa santé. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails anecdotiques, mais c'est beaucoup plus que des détails anecdotiques, puisque je vous renvoie, à titre de référence, au sommet de Michel-Ange. 2 sont consacrés à l'état physique et moral dans lequel 4 ans et demi de travail sur le dos l'ont laissé. Vous connaissez peut-être ce sommet qui commence par « Je suis tendu comme un arc de Turquie et mon menton rejoint mon estomac ». Ça continue comme ça, une espèce de tableau, de portrait d'un faune presque. C'est cette auto-caricature de Michel-Ange après le difficile travail de la Sixtine. Alors bien sûr, c'est maintenant la Sixtine que je vais vous montrer. Mais avant de vous la montrer, si vous êtes d'accord, je vous rappelle, parce que ça me paraît important, que le plafond de cette fameuse Sixtine fait 40 mètres 57 sur son grand côté, 13 mètres 22 sur son petit côté et 20 mètres 71 d'élévation. Et que Michel-Ange, on peut le dire sans exagération, ou presque sans exagération, Michel-Ange l'a peint seul. Certainement l'une des œuvres autographes les plus extraordinaires de l'histoire de l'art. Un petit rigolo a même compté 867 figures au plafond de la Sixtine. Alors, on va, si vous êtes d'accord, voir maintenant une diapo, de façon à ce que je puisse un peu vous évoquer le programme de ce plafond. Il est évident que d'ici quelques années, les Japonais aidant, la Sixtine aura retrouvé sa grandeur. Vous savez qu'ils sont en train d'y travailler, ils travailleront encore 4 ans, semble-t-il. La Sixtine alors aura retrouvé, sans l'usure du temps, sans l'usure de la technique, sans les injures surtout de la climatologie très mauvaise dans cette partie du Vatican, la Sixtine donc aura retrouvé certainement toute sa splendeur. Lorsque Jules II a fait pénétrer Michel-Ange pour la première fois dans la Sixtine, Michel-Ange a eu le mouvement de recul que vous pouvez imaginer. La Sixtine avait été construite quelques 50 ans auparavant pour Sixte IV, justement. Et bien sûr, la Sixtine avait été décorée de fresques, et de fresques parmi lesquelles les plus grands artistes de la Renaissance avaient collaboré. Il y avait Ghirlandaio, bien sûr, il y avait Botticelli, bien sûr, il y en avait bien d'autres encore. Donc la Sixtine avait déjà tout un cycle de décors, et celui-ci, les fresques latérales que vous avez là. Voilà. En plus de cela, il y avait entre les 12 fenêtres, 6 à gauche et 6 à droite, de grands panneaux décoratifs en grotesque du tout début du XVIe siècle. Le plafond, lui, c'est assez vilain plafond post-gothique, néo-renaissance, mais sans personnalité véritable. Le plafond, lui, était peint uniformément en bleu, semé d'étoiles d'or. Et le pape, ni une ni deux, a un beau mouvement, un mouvement à la Jules II, pour dire à Michel-Ange, arrange-moi ça. Ça, c'était bien sûr toute la Sixtine, plafond compris. Devant l'angoisse de Michel-Ange, le pape transigera et n'exigera de fait que 12 figures représentant les 12 apôtres aux 12 lunettes qui surmontent les 12 fenêtres. Donc en fait, cette façon de boucler Michel-Ange était encore relativement humaine, 12 figures monumentales seulement. Et Michel-Ange, je crois vous l'avoir dit déjà il y a un instant, peinera sur l'articulation de ces 12 fameux apôtres. Il peinera tant et si bien qu'il n'arrivera jamais à se mettre au travail. Quelque chose le gêne. Et ce quelque chose, c'est de n'être pas face à une œuvre globale. Donc un beau jour, il prend cette décision monstrueuse de passer des 12 figures, des 12 lunettes au-dessus des 12 fenêtres à une œuvre totale, c'est-à-dire d'entreprendre tout le plafond de la Sixtine. Et c'est ce jour-là qu'en fait, Michel-Ange reprend vie.
C'est ce jour-là surtout que la Sixtine commence son destin. Et l'œuvre est absolument inouïe puisqu'elle comporte aux 4 pendentifs de la salle, vous en voyez 2 ici, vous devez en imaginer 2 de l'autre côté, voilà, aux 4 pendentifs, 4 gigantesques épisodes quadrangulaires représentant 4 preuves de la grandeur de Dieu. Puis, les 4 pôles de la chapelle ayant été ainsi marqués, le reste du programme, d'une façon très néo-platonicienne, raconte l'avènement même de la grandeur de Dieu, c'est-à-dire de la nuit au jour, ou si vous le préférez, de l'aveuglement à la voyance, ou si vous le préférez encore, des ténèbres de l'ignorance à la lumière fabuleuse de la grâce de Dieu. À savoir que les figures s'étagent en une série de registres qui vont du plus bas, ici, au plus haut, là, de façon à nous amener à de ce que j'appelais tout à l'heure les ténèbres, jusqu'à la lumière même de la connaissance de Dieu. Alors je m'explique. Cerné par les 4 pendentifs qui forment les 4 pôles dont je parlais tout à l'heure, un premier registre est occupé par les lunettes au-dessus des fenêtres. Ces lunettes au-dessus des fenêtres, au nombre de 32 au total, car il y a lunettes en forme de tympan et lunettes en forme de lancéole ici, ces lunettes sont occupées par les ancêtres du Christ, c'est-à-dire ceux qui en fait préparent la génération du Christ. Il y a 32 ancêtres nommés, 48 ancêtres au total. Puis, après cette première, si vous voulez, ce premier étage, ce premier registre représentant le niveau le plus bas de la révélation christique, car tout cela était inconscient de la venue du Christ, ils l'ont préparé sans doute malgré eux. Après les aveugles que sont donc les ancêtres du Christ, il y a les voyants, c'est-à-dire ceux qui ont, alors eux, eu assez conscience de la venue prochaine du Christ pour l'annoncer. Ceux-là, ce sont les prophètes. Et selon une tradition bien renaissante, Michel-Ange a ajouté aux prophètes les sibylles, c'est-à-dire celles qui, pénétrices d'un pouvoir païen, n'en ont pas moins ressenti la venue d'un Messie. 12 grandes figures de voyants s'articulent au-dessus des ancêtres du Christ. En voilà un ici, il y en a fatalement un de l'autre côté, et il y en a 5 sur chacun des latéraux. Ce sont les gigantesques figures que vous devinez ici. En fait, 7 prophètes et 5 sibylles. Nous avons eu les ancêtres inconscients du Christ d'abord, nous avons les annonciateurs conscients du Christ ensuite avec les prophètes, nous passons naturellement après à la zone des anges. Et en effet, au-dessus de ces 2 générations, qu'on peut appeler encore des générations terrestres, ancêtres et prophètes, il y a toute une rangée superbe d'ailleurs de gigantesques figures. J'ai failli dire Michel-Angelesque, c'est le cas de dire, bien sûr. Gigantesques figures qui sont des anges, mais selon le principe néo-platonicien auquel Michel-Ange était profondément attaché, au lieu d'être les vieux anges, si j'ose dire, de la tradition robe rose, robe bleue et elle assortie de Fra Angelico, ce sont de puissants jeunes gens nus, beaucoup plus héroïques qu'angéliques, qui en fait soutiennent l'affirmation de l'existence de Dieu. Ceux-là sont ici, dans la grande rangée que vous avez là, double, et ils sont au nombre de 20. Et ils cernent en fait le dernier registre composé de 9 panneaux qui vous racontent l'histoire de notre monde, autrement dit, la Genèse. Donc vous voyez, le programme, si on synthétise, est extraordinairement philosophique, beaucoup plus que dogmatique. Nous avons la nuit des ancêtres du Christ, la demi-lumière des prophètes, la lumière des anges et l'éblouissement des preuves des fêtes de Dieu. Ce programme, en accord avec l'esprit de Michel-Ange, ça va de soi, mais surtout en accord avec le christianisme d'un Jules II, ce christianisme très philosophique hérité de la Renaissance, ce programme-là a infiniment plu, bien entendu. 30 ans plus tard, un autre pape commandera le jugement dernier au même Michel-Ange. Ce jugement dernier, nous en parlons dans un moment. Mais maintenant, nous allons parcourir les différents registres du plafond. En commençant, bien sûr, du plus obscur
au plus lumineux des ancêtres, à Dieu lui-même. Les ancêtres, je vous l'ai dit tout à l'heure, représentaient le monde de la nuit. C'est l'ignorance, ou si vous le préférez, l'aveuglement de ceux qui, inconscients, préparent la venue du Christ. Donc, Michel-Ange les a voulus comme des rochers. Ce sont de grosses pierres lâchées dans un clair-obscur extrêmement dramatique. Ce sont des monolithes pesants, souvent même comme tassés sur eux-mêmes, tellement Michel-Ange a voulu et tellement Michel-Ange surtout a réussi à leur donner cette forme d'inconscience primaire qui leur appartient. Vous en avez un des plus étonnants ici, avec l'héritier du trône de Jessé devant vous. Je vous en montre un autre maintenant, voilà, le roi Josaphat. Ce sont donc des figures traitées par Michel-Ange avec une très très grande densité de pinceaux, des couleurs elles aussi extrêmement violentes, non parce qu'elles sont étouffées, mais présentes si vous le voulez, de façon à ce qu'ils aient presque l'air d'être des canailleux en trompe-l'œil, des rochers en trompe-l'œil, je reprends le mot, qui sont en fait enracinés dans cette nuit chthonienne qui est la leur. Au-dessus de ces personnages-là, le registre supérieur représente donc les voyants, prophètes et sibylles. Le ton change complètement. Aux figures très en clair-obscur des lunettes que nous venons de quitter, correspondent maintenant des figures très en lumière. Aux personnages très monolithiques des lunettes que nous venons de quitter, succèdent maintenant des personnages très en dynamisme. Aux figures très frontales des lunettes que nous venons de quitter, succèdent maintenant des figures qui prennent possession de l'espace avec une sorte d'extraordinaire véhémence, tournant sur eux-mêmes véritablement dans un mouvement presque de tourbillon qui donne aux spectateurs cette fameuse impression de vertige que tout le monde a ressenti un jour ou l'autre à la Sixtine. Alors je vous en présente quelques-uns, pas toute la série. Voilà Jonas, l'un des mouvements justement en arabesque tournant dans l'espace les plus dynamiques qui soient. Voilà plus dynamique encore ici Daniel, dont je viens de découvrir d'ailleurs une extraordinaire, comment dire ça, réutilisation, savez-vous, qui vient de paraître, une nouvelle, c'est la énième, intégrale des symphonies de Beethoven, et sur la jaquette, il y a ça. Et le comble, c'est que dans la jaquette, c'est mis portrait de Beethoven. Eh oui. C'est vrai qu'ils ont la même coiffure, mais enfin bon. Alors celui-là donc, là aussi dans cette espèce de robustesse de clair-obscur, celui-là c'est Daniel, plus puissant encore et surtout préfigurant le fameux Moïse de Saint-Pierre-Paulien, voilà Jérémie. Alors là, vous pouvez voir dans l'outrance du drapé, dans l'outrance même des proportions, dans la robustesse de ces proportions, apparaître déjà cette fameuse terribilita, ce langage âpre et violent qui sera, et qui est déjà d'ailleurs, le propre de Michel-Ange. À ces 7 figures masculines correspondent donc 5 figures féminines. Ce sont les fameux éléments du paganisme représentés par les sibylles. En l'occurrence, je vais vous en présenter 3 sur 5. Voilà la sibylle persique. Là aussi, vous remarquerez l'admirable mouvement de la figure dont le drapé accuse d'ailleurs la véhémence. Puis vous avez la sibylle libyque qui repose sur une sorte de devanteau d'autel, le livre dans lequel elle a consigné la venue même du Messie. Et enfin, la plus belle sans doute de toutes, la sibylle delphique que vous avez ici et dont on dit qu'elle prophétise sans le savoir la venue du jugement dernier, car c'est du côté du jugement dernier qu'elle tourne ce regard d'angoisse que vous avez nettement sous les yeux, je pense. Pour tous ces personnages-là, je pense que vous avez remarqué combien ils diffèrent des ancêtres, et par la taille, mais surtout aussi par le rendu plastique, puisque autant chez les ancêtres, nous avions cette disparition presque de l'articulation des corps sous des drapés infiniment pesants et monolithiques, alors au contraire ici, vous remarquerez que le drapé, emporté par une sorte de souffle épique, donne une sorte de vie et en même temps, bien sûr, de lumière à ce fameux registre des voyants que nous allons quitter maintenant pour monter d'un âge encore. Après les ancêtres, après les voyants, nous arrivons à la lumière des anges, et je vous rappelle que ces anges, Michel-Ange les a remplacés par les robustes héros que vous avez ici. On a beaucoup glosé sur le
pas de ces footballeurs aux portes du paradis. On a dit beaucoup de choses qui sont à la fois très méchantes, c'est une évidence. J'aimerais simplement que vous sachiez que Michel-Ange n'est pas seul à avoir représenté en guise d'ange des héros farouchement païens, comme ceux que vous avez sous les yeux. Il y a eu des peintres, et même certains peintres très amateurs de jolies femmes de leur vivant, qui ont fait la même chose. Autrement dit, ça n'est pas une façon de montrer ce que l'on est sans vouloir dire ce que l'on n'est pas, mais en laissant croire que l'on pourrait être, tout au moins philosophiquement, etc. Comme l'ont cru les historiens d'art du 19e et d'ailleurs d'une bonne partie du 20e siècle, c'est une vision philosophique qui était sinon courante, du moins dans les mœurs du temps. Et je pèse mes mots si j'ose dire. Pérugin, en effet, Pérugin qui, bon, pas vous parler de sa vie privée, mais enfin, disons, une vie privée florissante, comme il se doit, Pérugin a lui aussi représenté, dans cette lignée d'un christianisme très philosophisé et surtout très platonisé, des anges comparables, sinon de style, du moins, si j'ose dire, de sexe, à ceux que vous avez sous les yeux. Seulement personne, même pas Pérugin, n'est arrivé à la densité plastique et dramatique de Michel-Ange. Ce que j'aimerais surtout que vous constatiez, c'est que, partant de ses ancêtres très immobiles, pour monter au dynamisme des voyants, lorsqu'on arrive aux anges, c'est une sorte de surdynamisme, ou si vous préférez, de dynamisme paroxystique que Michel-Ange met en scène. Autrement dit, j'aimerais que vous commenciez à voir dans cette Sixtine cette sorte de mouvement grandissant en ordre concentrique qui nous amène à la révélation de Dieu. C'est en tout cas d'une extraordinaire évidence dans ces fameux nus. On leur donne d'habitude ce nom italien, et d'ailleurs ce nom michelangélien de Ignudi. Ce sont les Ignudi de la Sixtine. Et pour que vous vous rendiez compte, en dépit des repeints, en dépit des repentirs, en dépit surtout des effroyables restaurations au travers des siècles, pour que vous vous rendiez compte de la perfection de peinture de ce registre-là, j'ai amené quelques détails qui vous aideront à mieux saisir le bonheur de pinceau de Michel-Ange. Si je vous montre aussi des détails de ces Ignudi, c'est parce qu'ils sont sans doute aucun l'expression la plus parfaite de la terribilità de Michel-Ange, c'est-à-dire cette violence périnée, cette violence lâchée, qui sera bien souvent et bien longtemps imitée, nous aurons l'occasion de le voir. Vous savez, avec les Ignudi, l'une des sources principales du maniérisme, bien sûr. Alors voilà un premier visage, j'en ai amené quelques autres. Un deuxième, botticellien d'ailleurs, de type physique, avec une beaucoup plus grande douceur. En voilà un troisième. Les expressions d'ailleurs sont extrêmement curieuses, elles passent d'une sorte d'intériorisation très grande, comme celui que nous venons de quitter, presque de spiritualité pourrait-on dire, à l'expression parfois d'une terreur ou au contraire d'une colère comme rentrée, par exemple celui-là, une impression d'angoisse semble-t-il. Un encore, voilà, considéré d'ailleurs comme l'un des plus parfaits. Je vous rappelle devant un détail comme celui-ci, où la touche de Michel-Ange est magnifiée par la photographie, que ces Ignudi, comme les 9,9 dixièmes de la Sixtine, sont entièrement autographes. Pas d'aide, ou presque pas d'aide. Puisque nous sommes à cette zone des Ignudi, avant de prendre la pleine lumière de la grâce de Dieu, je voulais vous montrer qu'en plus, bien sûr, de tous les personnages que nous avons pu voir, ancêtres du Christ, voyants et anges ou Ignudi, il y a pour lier le tout une quantité d'éléments décoratifs, banderoles, bannières, voire putti, voire même nature morte emblématique, ici une où le gland est l'élément dominant. Mais toujours est-il que cette zone-là prépare la zone des 9 grands panneaux représentant la gloire de Dieu. Au point où nous sommes, voilà l'un des 4 pendentifs représentant le supplice d'Amant. Mais c'est aux panneaux centraux, voilà, c'est aux panneaux centraux que je voulais m'attarder. Vous savez que ces panneaux sont au nombre de 9, je l'ai dit tout à l'heure, représentant 9 épisodes de la Genèse. Ce groupe de 9 panneaux est séparé en 3 sous-groupes de 3 compositions. L'une raconte la naissance du monde, 3 panneaux. L'autre raconte la naissance de l'homme, 3 panneaux. L'autre et dernier groupe raconte la naissance du péché par l'histoire de Noé, 3 panneaux encore, 3 fois
3 panneaux sont encore un chiffre numérologique néoplatonicien dont l'évidence ne vous échappera pas. Sans qu'il soit possible d'entrer dans tous les détails, je vous présente néanmoins ces 9 panneaux avec d'abord Dieu séparant la lumière des ténèbres. Et je tiens à ce que vous remarquiez de panneau en panneau, surtout dans les 5 ou 6 premiers, je tiens à ce que vous remarquiez cette très nouvelle, très révolutionnaire représentation d'un Dieu qui n'est plus un Dieu de contemplation, un Dieu, si vous le voulez, pantocrator, hérité de la pure tradition byzantine et néo-byzantine. Il s'agit d'un Dieu presque forgeron, pourrait-on dire, qui prend vraiment la pâte du monde pour la faire à son image. Vision d'une nouveauté extrêmement révolutionnaire, semble-t-il, en ceci qu'elle est une fois de plus extrêmement philosophique. Dieu, c'est au fond le sage, ou si vous le préférez, cet emblème supérieur au sage qui est la sagesse ou la connaissance. Dieu, c'est la connaissance en train d'articuler le monde. Ici, lumière et ténèbres. Juste après, création des astres, là aussi avec une image d'un Dieu architecte qui compte parmi les plus vertigineux que l'on ait jamais peint. Et troisième panneau de la création, voilà, Dieu séparant les eaux de la terre, séparation des eaux et de la terre, ici, avec de nouveau un Dieu sous forme d'une nuée, semble-t-il, planant au-dessus d'une surface qu'il vient d'inventer et de créer. Ce premier groupe de 3, création du monde et Genèse à proprement parler, ce premier groupe de 3 est certainement le plus nouveau des 9 panneaux. Nous allons passer maintenant à des choses. Deuxième groupe, c'est l'invention de l'homme ou la création de l'homme. Nous allons passer à des choses plus connues, des choses où l'on retrouve des figures qui vous sont certainement familières. Mais j'ai toujours regretté que ces 3 premiers épisodes ne soient pas plus souvent montrés, car il me semble que Michel-Ange y va plus loin encore qu'aucun autre artiste n'y est allé dans cette sorte de compagnonnage de Dieu, c'est-à-dire cette façon, si vous le voulez, de prendre à pleine main cette matière dont il se fait l'architecte et, semble-t-il, le maçon. Toujours est-il que nous passons au deuxième groupe de 3 avec l'invention de l'homme ou la création de l'homme. Alors ça, depuis E.T., vous connaissez, n'est-ce pas, c'est Dieu créant Adam avec l'extraordinaire parallélisme de ses 2 mains qu'on a malheureusement beaucoup galvaudé depuis un certain temps, mais qui néanmoins est d'une nouveauté étonnante. Comment mieux représenter l'identité de Dieu et de sa créature qu'en mettant en parallèle parfait ces 2 mains, mais donc l'une néanmoins, l'éternelle main de Dieu est volontaire, alors que l'autre, presque inerte encore, ou commençant à peine à éprouver ses muscles, c'est la main temporaire de la créature parfaite. Dieu d'ailleurs dans ce panneau-là a l'un des visages les plus forts peut-être que Michel-Ange ait jamais peint. Après avoir créé l'homme, Dieu crée la femme. Donc, deuxième panneau de cette deuxième série, la création d'Ève, sortant de la côte d'Adam. Un panneau beaucoup plus faible d'ailleurs, disons-le bien, si faible que vous allez bien me permettre de passer plus loin. Troisième élément de cette deuxième série, c'est l'invention du péché et l'invention du rachat. C'est-à-dire en fait, l'homme ayant appris à pécher va bafouer Dieu, Dieu le punira. Et Dieu, dans sa grâce, lui accordera le pardon. Alors c'est représenté en 3 épisodes un peu plus laborieux que ceux que nous avons vus jusqu'à présent. 1. Le sacrifice. On l'appelle le sacrifice de Noé, mais sans en être bien certain. Il semble que ce soit plutôt en fait le sacrifice qui suit la mort de Caïn et Abel, c'est-à-dire au fond la première mort de péché que l'homme ait jamais inventé. Donc ce serait un sacrifice expiatoire. Néanmoins, le sacrifice expiatoire n'ayant pas calmé Dieu, la colère de Dieu se marque par le déluge. Deuxième épisode du 3e volet, donc, le déluge est là aussi une représentation dans l'espace d'une véhémence et d'une violence très délicate, si vous le voulez. Pour une fois, vous ne voyez plus seulement des personnages isolés marquant ce besoin de Michel-Ange d'exacerber la ligne, mais vous voyez toute une composition, et même tout un effet perspective de composition qui vous montre les effets possibles de cette dont le maniérisme tirera le plus grand parti. Le dernier épisode est le plus mystérieux, c'est celui qui suit le déluge,
c'est l'ivresse de Noé que vous avez ici. C'est-à-dire ce moment, encore une fois philosophique, où, par la grâce de Dieu, Noé a su se réfugier dans ce songe philosophique qu'est le songe de l'alcool. Voilà, là aussi d'ailleurs une représentation assez laborieuse stylistiquement parlant, mais l'ivresse de Noé ayant subi de graves dégâts très tôt après la mort de Michel-Ange, c'est à de mauvais petits maîtres qu'on a confié notamment toute la réflexion de la partie gauche, dont vous voyez qu'elle est en fait gauche, c'est le cas de le dire. Voilà donc pour ce plafond de la Sixtine, dont je tiens à ce que vous ayez remarqué au passage non seulement la nouveauté stylistique, avec surtout cette sorte d'exaltation de la ligne puissante, mais aussi l'extraordinaire nouveauté emblématique, si vous le voulez, ou même dogmatique, avec ces 3 fois 3 grands épisodes soutenus par les orbes de la lumière à l'ombre, tels que je viens d'essayer de vous les montrer. Mais nous ne sommes tout de même pas au bout de la Sixtine, puisque je vous rappelle que 30 ans plus tard, Michel-Ange en reprend le chemin pour cette gigantesque composition qu'est le jugement dernier. Le Christ, en effet, et tout le jugement dernier, en effet, est considéré beaucoup moins, et traité surtout beaucoup moins, comme la tradition le voulait, c'est-à-dire un partage des bons et des méchants, comme une sorte de grand cataclysme. Ce jugement dernier, c'est un dies irae au sens le plus propre du terme. Et au sommet de ce dies irae, l'arbitre et le champion, eh bien c'est le héros par excellence, le héros au sens le plus mythologique qui soit, ce Christ imberbe et nu qui paraît descendre tout droit d'une source hellénistique et donc d'une source néo-platonicienne. Il est entouré, comme vous le savez sans doute, d'une pléiade véhémente de saints et de gentils, lesquels assistent avec cette sorte de terreur sainte, terreur divine, à ce partage de la lumière et de l'ombre, qu'est le partage de ceux qui sont, si vous voulez, sauvés, et de ceux qui sont au contraire damnés. Donc toute la composition, à la fin, dont le plus extraordinaire Galimatia, c'est, ça va de soi, les bouges de l'enfer dans lesquelles les ombres sont précipitées, avec une multitude d'emprunts aux traditions dites païennes du temps, notamment, et vous le voyez sur cette composition-là, Charon dans sa barque en train de précipiter les réprouvés dans le monde même de la nuit. Et cette grande composition, qui est donc beaucoup plus une définition de l'être que nous sommes qu'un dogme à proprement parler, en ceci que Michel-Ange a voulu y montrer et y mêler les parts de lumière et les parts d'ombre qui sont au sein de chacun de nous, cette composition donc, à laquelle on peut tous globalement au fond s'assimiler, a été comme signée par Michel-Ange, puisque à la gauche même du Christ se dresse l'un des saints les plus violents qui soient, ici, Saint Barthélemy. Et vous remarquerez qu'il tient à la main la dépouille de son martyr. En effet, Saint Barthélemy, écorché, tient sa propre peau, et dans les replis de cette propre peau apparaît comme en anamorphose un autoportrait de Michel-Ange. Par Michel-Ange, c'est bien entendu nous tous, face à la colère de Dieu, qui pouvons nous inscrire dans la grande orbe de cette composition-ci. Là encore donc, dans ce jugement dernier, même s'il date de 30 ans plus tard, remarquez à la fois la nouveauté plastique qui va encore plus loin dans le plafond de la Sixtine, dans l'outrance et la véhémence des attitudes et de la composition, et remarquez surtout cette nouveauté étonnante et presque contre-réformiste avant la lettre, qui est de nous représenter le jugement dernier au paroxysme de la colère de Dieu, mais avec ce rachat possible, puisqu'en chacun de nous, il y a cette part de lumière et cette part d'ombre que Michel-Ange a su mêler, entremêler même si habilement, dans ce grand panneau de la Sixtine. Donc, avec Michel-Ange et la Sixtine, est signé mieux qu'avec qui que ce soit ce premier aspect du maniérisme qu'on appelle la terribilita. Mais me disant que cette terribilita qui allait arriver en fin de Sixtine, comme ça, allait vous déconcerter, j'en ai amené quelques exemples complémentaires sous forme de dessin de Michel-Ange, que vous touchiez vraiment du doigt cette véhémence de la ligne, cette véhémence de la forme, ce sens du raccourci, ce sens même parfois de l'exagération plastique, avec ces zones d'ombre et de lumière délimitées par des jeux de muscles
vraisemblable et aussi délimité par une technique d'une liberté invraisemblable. Je voulais que vous en ayez quelques exemples ici, notamment l'un des dessins les plus aboutis de Michel-Ange, ici, ce Christ à la colonne. On n'est d'ailleurs pas très sûr qu'il ne s'agisse pas d'un martyr de Saint-Sébastien, mais ça n'a pas d'importance, qui est une œuvre extraordinairement d'architecture. Et puisque nous parlons d'architecture, j'ai pensé bon vous amener aussi un dessin très architecturé de Michel-Ange. Celui-là, c'est l'un des innombrables dessins pour l'un des innombrables projets des tombeaux. Et il faut que vous vous rendiez compte que Michel-Ange, c'est pas seulement un violent, c'est aussi un peintre de la sophistication, comme le maniérisme sera l'école de la sophistication. Je vous laisse vous amener ce dessin très abouti de Michel-Ange, qui pendant très longtemps s'est appelé Portrait d'une Sibylle, et qui depuis 2 ans, par la grâce des iconographes de l'école de Panofsky, s'appelle Portrait d'Alexandre le Grand. Et ainsi même, vous vous rendrez compte qu'au-delà de la violence, il y a aussi ce sens très aigu d'un raffinement de la forme et de la ligne dans l'âme même de Michel-Ange. Voilà donc pour ce premier versant du maniérisme qu'est la terribilità. Nous allons donc prendre maintenant, si vous êtes d'accord, le deuxième versant, celui de la Venusta. Et si vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est un deuxième événement que nous allons mettre en scène. Nous sommes, comme par hasard, à Rome, nous sommes le 17 août 1511. 17 août 1511. Il y a 2 personnages face à face, et ces 2 personnages, ces 2 titans de l'histoire de l'art, c'est exactement la même scène que quelques années auparavant, mais les personnages, ou en tout cas l'un a changé. En effet, le pape est toujours là, c'est toujours le même, c'est toujours Jules II, et il est en grande solennité, en train d'inaugurer quelque chose. D'ailleurs, certainement ce qu'il a fait de mieux pendant tout son pontificat, c'était les inaugurations. Alors, il inaugure en fait son nouvel appartement privé. Ce nouvel appartement privé est composé de 4 chambres dont il a confié la décoration au nouvel artiste dont il s'est coiffé, comme on disait il y a quelque temps. Cet artiste, c'est Raphaël. Alors, il faut de nouveau que je vous présente les personnages, si vous voulez bien. Je ne vais pas vous représenter Jules II, c'est le même que 4 ans auparavant, on n'y revient pas. Par contre, Raphaël, il faut que je vous présente, c'est tout l'opposé de Michel-Ange. Autant Michel-Ange était un être enfermé en lui-même et capable d'explosion, comme tous les intériorisés, chacun sait ça, autant celui-là est si beau et si si doué par la nature et les faits qu'il n'a pas besoin de cette intériorité. Je ne dis pas que c'est un être extérieur, mais c'est un être dont la grâce est tellement visible qu'il n'a pas besoin de la cacher, n'est-ce pas? Autant Michel-Ange était un homme mûr, autant celui-là est presque encore un adolescent. D'ailleurs, il aura l'air d'un adolescent jusqu'à sa mort, et paraît-il même miraculeusement longtemps après sa mort. Toujours est-il que vous avez devant vous, vous imaginez, j'espère devant vous, cette figure presque divine qu'est la figure de Raphaël. Raffaello Sanzio ou Raffaello Santi, vous savez qu'on ne sait pas encore très bien quel est le vrai nom. En tout cas, Raffaello d'Urbain, puisqu'il est né à Urbain. Comme tout le monde, il est élève d'un mauvais peintre, Timoteo Vitti. Comme tout le monde, il est ensuite allé se mettre au service d'un assez mauvais peintre, c'était le Pérugin. Et comme tout le monde, il a fini par se libérer et de son maître et de son patron pour vivre sa propre vie. Il a d'abord vécu un petit peu à Florence, au service des mêmes princes que Michel-Ange, puis il est venu se mettre au service du pape à Rome, un petit peu comme Michel-Ange aussi. Et vous savez que jusqu'à sa mort, en 1520, Raphaël se consacrera à la célébration de la papauté. Jules II d'abord, Léon X ensuite. Vous savez qu'il deviendra une sorte de figure presque mythique de l'histoire de l'art, au point que, dit-on, à la seconde de sa mort, les nuées se sont rassemblées sur Florence, le tonnerre a grondé, la foudre a frappé le Panthéon pour indiquer la volonté des dieux que la dépouille de Raphaël rejoigne les dieux du Panthéon, où d'ailleurs on l'a déposé. Alors nous allons voir maintenant, dans cette fameuse journée du 17 août 1511, ce que le pape inaugurait. Et ce sera naturellement l'emblème de la Venusta, le langage opposé à celui de Michel-Ange. Et avouez que c'est assez fabuleux de penser que 2 artistes de la dimension de Michel-Ange et de Raphaël travaillaient dans le même lieu qu'est le Vatican,
a créé deux langages plastiques complètement opposés. L'un, c'est le langage de la violence, Michel-Ange, l'autre, c'est le langage de la douceur, que nous allons découvrir maintenant. Raphaël. Vous connaissez déjà un tout petit peu, parce que nous y avions fait allusion en parlant de la Farnésine. Je vous avais présenté ce triomphe de Galatée en vous disant, voilà, c'est votre premier Raphaël pour la saison, mais vous savez que ce n'est pas un vrai Raphaël, que les amendements et les restaurations sont si nombreux qu'il ne doit plus rester une lunule d'ongle signée par le maître d'Urbain. Donc, nous allons revenir aujourd'hui à des œuvres orthographes du maître. Vous savez que si on continue à aimer en 1985 Michel-Ange, on a appris à détester Raphaël. Pourquoi? Parce que nos parents et les parents de nos parents l'ont trop aimé. Raphaël connaît simplement l'éclipse qu'une trop longue académisation lui a fait subir. Raphaël, du temps de nos grands-mamans, c'était le peintre des vierges, c'était le peintre des confirmations et des communions, c'était le peintre des dragées. On le prenait sur des nappes d'autel, on l'aquarellait pour la couverture de son missel et on attendait si bien fait que Raphaël est devenu insupportable. Il faut dire qu'on a un peu limité Raphaël, puisque le Raphaël que nous n'aimons pas trop, parce que nous le trouvons un tout petit peu sucré, nous le voulons trop sucré parce que nous nous restreignons toujours au même registre d'œuvres, ce sont des fameuses vierges. Toujours copiées mais jamais égalées. J'en ai quand même amené quelques-unes pour que vous vous rendiez compte de ce qu'elles sont. Vous vous souvenez de ce qu'elles sont? Voilà la fameuse vierge dite au Grand-Duc. Voilà la vierge au Chardonneret. Puis pour vous montrer qu'il y en a quand même de bien dans le lot, voilà l'admirable vierge au diadème bleu, qui est une des œuvres les plus étonnantes, et notamment le paysage du fond là-bas en haut, qui est absolument extraordinaire, presque un paysage utopique à la Ercolé de Roberti, avec des lointaines immenses. Ça, c'est une œuvre de très grande qualité. Autrement dit, si on limite Raphaël aux vierges, il est évident, disons, que cette Vénusta, cette douceur, est trop habilement servie pour que Raphaël puisse vous arrêter très longtemps. Mais si l'on va au-delà des vierges, aux peintures notamment mythologiques ou allégoriques, si l'on va surtout à des œuvres plus osées, plus hardies et plus violentes, on découvre un tout autre Raphaël qui, sans arriver jamais à la passion d'un Michel-Ange, parce que tel n'est ni son caractère ni son propos, n'en a pas moins des innovations et des audaces de style, de couleur, de rendu, au moins aussi importantes que celles de Michel-Ange. Alors, dans le registre des œuvres mythologiques, je voulais vous montrer ce très beau Songe du Chevalier. C'est un tout petit tableau qui reprend le fameux sujet de l'enfant hésitant entre le vice et la vertu. Tout petit tableau qui est complété par un deuxième versant, les trois grâces du musée Condé à Chantilly, est certainement l'un des plus beaux Raphaël autographes de toute la carrière même de l'artiste. Ces deux œuvres mythologiques minuscules, je les ai juste mises là pour préparer à des œuvres colossales. Nous voilà maintenant dans les appartements de Jules II. Et vous venez déjà de voir, je pense, dans ces visions très arcadiennes encore du Songe de Chevalier et des Trois Grâces, qu'il y avait une dimension de plus que les fameuses vierges trop ressassées à d'autres œuvres, mais regardez combien cette dimension de plus s'exalte encore dans les fameuses chambres commandées par Jules II. On découvre en effet un Raphaël qui est bien loin de l'image pasteurisée que nous en avions, un Raphaël violent, un Raphaël arqué, un Raphaël tempétueux, dont il est vrai la ligne n'a jamais l'aspect abrupt de ce que Michel-Ange est capable d'exalter. Il y a là des mouvements désordonnés, si l'on peut dire, mais beaucoup plus polis néanmoins que ceux de Michel-Ange, servis par une palette plus sage aussi peut-être que celle de Michel-Ange, mais dont toute l'efficacité vient de la tension intérieure des lignes. Ce que vous venez de voir, et ce que vous voyez encore maintenant, sont les détails de l'une des fresques décorant l'appartement de Jules II les plus fameuses, c'est l'incendie du bourg, une fresque dans laquelle les maniéristes tireront mille et mille emprunts serviles. Nous sommes toujours dans les chambres de Jules II, nous les parcourons avec le pape et son peintre. Voilà une autre vision, c'est la délivrance de Pierre. Eh bien, cette œuvre-là, personnellement, je la trouve d'une audace de composition tout à fait extraordinaire. Et elle me fait oublier à tout jamais
seule une grille nous sépare de lui. Mais du coup, cette grille noire est vue en contre-jour, exalte et rend presque insoutenable la lumière miraculaire dans laquelle apparaît l'ange. Donc, cette grille noire vient comme projeter encore plus de cette lumière qui mène toute la composition. L'ange est donc en train d'éveiller, comme vous pouvez le voir, Pierre. Et pour mieux mettre en valeur d'ailleurs la lumière de l'ange, à droite comme à gauche, deux soldats miraculeusement endormis représentent par leur armure le jeu jusqu'alors peut-être le plus hardi de clair-obscur que l'on ait jamais peint en Italie avant un Caravage. Vous avez, je le répète, une forme de génie qui est une forme de génie moins abrupte et peut-être moins dense dans l'expression immédiate que Michel-Ange, mais qui pour autant n'en est pas moins hardi. Le chef-d'œuvre de cette hardiesse d'ailleurs, nous sommes toujours dans l'appartement de Jules II, c'est la grande fresque centrale, la plus célèbre d'ailleurs, l'école d'Athènes, dans laquelle l'artiste a voulu mettre tout ce que le savoir humain et divin ont réuni de plus brillant dans les siècles passés, le tout mis sous l'égide des deux grands philosophes que sont Platon, qui regarde vers le ciel, et Aristote, qui regarde vers la terre. L'un défend le timé, l'autre défend l'éthique. L'un défend la transcendance, l'autre défend l'immanence, qui sont les deux voies d'accès au divin, reconnues par les génies humains que vous avez ici. Et vous savez sans doute que Raphaël a réuni autour de Platon et Aristote ces personnages qui, philosophes, disciples de philosophes, mathématiciens, géographes et savants, emblématisent vraiment toutes les connaissances de l'humain. Cette foule véhémente a pour épicentre les deux philosophes dont je vous parlais tout à l'heure, Platon à gauche, Aristote à droite avec son éthique, dont vous devinez le titre écrit sur la tranche même du livre. Ces deux personnages comme opposés par leur théorie, l'une transcendantale, l'autre immanente, sont pourtant réunis en une sorte de commun et même dialogue par une architecture suprême dont je vais vous faire découvrir maintenant la très grande beauté. Voilà le sommet de l'école d'Athènes, c'est-à-dire l'une des visions à la fois les plus aériennes et les plus célestes de l'architecture Renaissance que l'on ait jamais peint. Je vous rappelle que Raphaël savait aussi être architecte à ses heures et que vous avez ici l'une des visions les plus étonnantes que l'on puisse avoir de cette sérénité architecturale qui était la sienne. C'est peut-être d'ailleurs ce mot de sérénité qui lui va le mieux. À côté de la véhémence de Michel-Ange, la sérénité de Raphaël est évidente. Voilà pourquoi j'ai voulu vous amener quelques dessins aussi de Raphaël, que vous voyez même dans des sujets emportés et violents comme Saint-Georges et le dragon, l'utilisation d'une ligne extrêmement souple, d'une ligne extrêmement élégante même, pourrait-on dire, surtout dans l'image du dragon, sert en fait un dramatisme qui est au moins aussi efficace que celui de Michel-Ange. C'est simplement le moyen plastique qui change. Chez Michel-Ange, la plume était utilisée pour, en hachure rageuse, créer cette opposition de lumière et d'ombre qui crée le muscle, et par le muscle, si vous voulez, l'esprit dramatique d'un personnage. Ici, c'est au contraire une ligne sans cesse allusive qui tourne autour du personnage comme pour mieux le faire sortir, semble-t-il, du néant. Michel-Ange affirme, Raphaël procède par allusion, ce que vous allez voir dans un deuxième et sublime dessin, d'ailleurs au crayon celui-ci. Alors regardez la beauté notamment de la main et du bras qui sont toujours traités comme en réserve. Bien, c'est dans cette réserve-là que vous avez la clé de la Vénusta, deuxième aspect du maniérisme, cette Vénusta héritée même de Raphaël. Le plus beau tableau du monde arrive toujours à la fin du cours, ben cette fois-ci il arrive presque au milieu. Le plus beau tableau du monde, il arrive presque au milieu, et on va le découvrir maintenant, parce que je pensais que je ne pouvais pas avoir parlé de Raphaël et de son langage plastique sans avoir un petit peu craché sur les vierges, beaucoup célébré les chambres, mais aussi poser une offrande divinatoire devant le plus beau tableau du monde. Alors le voilà. C'est ce tableau qui est des millions de fois plus beau que la Joconde, qui lui est d'ailleurs voisin au musée du Louvre à Paris. C'est le portrait de Baldassare Castiglione par Raphaël. Certainement l'une des œuvres les plus extraordinaires que l'histoire de la peinture ait jamais mise en scène. Alors, nous venons donc de voir par Michel-Ange et par Raphaël
ce que sont Terribilità et Venusta. Alors il faut que vous sachiez maintenant qu'avançant dans le temps, et Michel-Ange et Raphaël auront des élèves. Et ce sont ces élèves qui vont défendre en une sorte de débat passionné qui la Terribilità de son maître, qui la Venusta de son maître. Donc les Michelangéliens et les Raphaélites vont dans un premier temps poser ces deux ressources de l'art que sont Terribilità et Venusta comme autant, si vous le voulez, de modes épiques de narration. Puis ils apprendront à les amalgamer l'un à l'autre, et c'est les noces de la Terribilità et de la Venusta qu'on appellera le maniérisme. Alors ça, c'est ce que j'aimerais maintenant vous montrer avec une série d'œuvres extraordinaires. Ce sont les premières œuvres maniéristes. Regardez ça, c'est presque un Michel-Ange, mais je suis sûr que vous avez juste assez vu de Michel-Ange pour savoir que ce n'est pas un Michel-Ange, c'est un de ses disciples, c'est Pontoro. Eh bien voilà, sous la sanguine de Pontoro, une œuvre dans laquelle le nœud même de ses corps, le nœud même de ses muscles s'inscrit dans une tradition qui est à proprement parler celle du grand et du divin Michel-Ange. Pour lui faire opposition, voilà un autre dessin, tout en ligne souple, tout en ligne allusive, tout en réserve par là même un emblème même de la Venusta, un emblème même de l'héritage de Raphaël. Eh bien, c'est assez surprenant, mais c'est aussi de Pontoro. Vous venez de voir deux dessins d'un des plus grands maîtres de la période maniériste, c'est-à-dire de la génération qui suit les titans, Michel-Ange et Raphaël, et vous voyez qu'au fond, il s'est exercé, ce Pontoro, aussi bien à l'un qu'à l'autre des deux langages. Je vous le disais tout à l'heure, après avoir appris à poser les deux leçons respectives, et de Michel-Ange et de Raphaël, Terribilità et Venusta, on s'est mis à célébrer leurs noces, et c'est au moment des noces de Terribilità et de Venusta que naît le maniérisme. Alors, voilà maintenant des œuvres maniéristes. Une petite série d'œuvres maniéristes simplement pour vous montrer la diversité et l'étrangeté du maniérisme. D'abord, des compositions surprenantes, des compositions qui sont faites pour surprendre. Ce que vous avez sous les yeux, c'est de Vasari. Vous voyez quelque chose absolument extraordinaire. Toute la composition est basée sur cette sorte d'incroyable escalier qui occupe en fait toute l'assise même de l'œuvre, repoussant bien loin ces créatures nouées sur elles-mêmes, très michelangelesques d'ailleurs, ces créatures que nous voyons suivre leur débat d'en haut. Le tableau est donc tranché en deux zones complètement antinomiques, et c'est voulu parce que l'antinomie, c'est la base même de l'effet de surprise. L'une très dense et très dramatique en haut, l'autre très vide et très calme en bas. L'une le débat des hommes, l'autre la splendeur immobile et sereine de l'architecture. Ça, c'est du maniérisme. Et une œuvre comme celle-ci, due au pinceau d'ailleurs de l'un des grands exégètes du maniérisme, le grand Vasari, une œuvre comme celle-ci nous sert d'introduction à ces quelques considérations sur le maniérisme. Bon, premier point donc, nous venons de le voir, l'effet de surprise. Maintenant, comment est-ce qu'il est obtenu cet effet de surprise? Alors, point 1. Souvent par des compositions étranges, comme par exemple ici, le Christ soutenu par des anges de Rosso, où vous le voyez, toute la lumière est dans la zone supérieure de façon à ménager et du coup même à exalter l'ombre inquiétante du tombeau que l'on voit s'ouvrir en bas. Voilà une composition toute rejetée donc en deux zones, d'ombre et de lumière, qui à proprement parler est maniériste par ce jeu très délibéré et très étudié même de composition. La composition, point 2 maintenant, amène à l'effet. Trouver des effets nouveaux, trouver des effets révolutionnaires est le point de base de la recherche maniériste. Voilà dû à un élève de Bronzino, ici, la représentation d'un saint, représenté pour la première fois peut-être dans un tableau rejeté sur la pointe. Alors, l'exercice de style et naturellement la virtuosité de l'artiste s'exprime par l'occupation quasi parfaite et quasi sereine de l'espace intérieur par le corps même du personnage.
Mais vous remarquerez que pour rendre dramatique ce personnage, de nouveau une répartition très singulière, parce que très violente, de l'ombre et de la lumière lui donne une sorte de relief extrêmement saisissant. C'est dans ce relief presque en trompe l'œil qu'on peut parler ici de maniérisme. Donc, compositions étranges, effets étranges. Point 3 maintenant, style et technique étranges. Troisième tableau ici, dû à Pekka Fumi. Et vous pouvez voir, utilisé par ce Pekka Fumi, cet étrange pinceau qui, dans un camailleux sage au fond, vient juste apporter des éléments de blanc si blanc que l'œuvre en devient comme translucide et par sa translucidité même comme irréelle. La technique de ce qu'on appelle le sfumato, c'est-à-dire cette façon de s'interdire toute ligne serpente au profit d'une sorte d'aura irradiante, la technique de ce sfumato sera l'une des techniques favorites de l'école maniériste, dont, en l'occurrence, Pekka Fumi est l'un des grands maîtres. Compositions étranges, invention plastique dans l'occupation de l'espace étrange, technique étrange, vous venez de le voir maintenant, n'amène naturellement qu'à la révolution. Voilà pourquoi c'est en période maniériste qu'on osera des tableaux comme celui que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire des tableaux qui, en eux-mêmes et par eux-mêmes, sont de véritables révolutions plastiques. Jamais jusqu'alors on n'avait osé un autoportrait comme celui-ci. Il fallait un peintre maniériste, et en l'occurrence Parmigianino, pour se représenter dans la déformation délibérée d'un miroir dit sorcière. Et cet autoportrait dans un miroir sorcière qui se trouve aujourd'hui à Vienne est certainement l'une des œuvres les plus audacieuses du maniérisme. Donc, ce que j'essayais de vous montrer, c'est que, à proprement parler, par le biais de ce besoin de rompre les schémas traditionnels, aussi bien au niveau de la composition qu'au niveau de l'espace, aussi bien au niveau de l'espace qu'à celui de la technique, le maniérisme, dans son désir et dans son besoin de surprise, en arrivait fatalement aux révolutions esthétiques, ou plus exactement, à la création d'un langage plastique si bizarre et si sulfureux qu'il ne pouvait être qu'une révolution. Voilà maintenant devant vous deux œuvres qui sont la résultante, si vous voulez, de tout ce que nous venons de voir, deux œuvres qui sont la résultante de tant de mutations esthétiques, deux œuvres donc qui vont vraiment, pour vous j'espère, emblématiser ce maniérisme. La première de ces deux œuvres, c'est celle que vous avez sous les yeux. Elle est signée par un dénommé Allori. Elle représente, comme par hasard, Vénus, comment dit-on ça, approchée par son fils, si je puis dire. L'œuvre, très belle d'ailleurs, est récemment restaurée dans un admirable état de présentation, se trouve à Montpellier, au musée Phare, où je vous recommande vraiment d'aller la voir. Vous voyez s'exalter mieux que jamais sous le pinceau d'Allori ce sens très déconcertant de l'espace, cette tension de l'espace, ce sens très déconcertant du pinceau, ici un pinceau de nouveau très gelé, un peu à la Bronzino, et donc l'effet à la fois dramatique et immobile, en tout cas si ambigu, propre au maniérisme. Deuxième tableau, puisque je vous en ai promis deux, sur le même sujet, et je vous montre par là même la diversité du maniérisme, de nouveau d'ailleurs Vénus approchée par son fils, mais cette fois-ci signée de l'école de Pontoro. Alors là encore, si vous permettez, un détail, et c'est le détail le plus maniériste qui soit, c'est cette succession de deux masques, l'un d'homme, l'autre de femme, l'un vieux, l'autre jeune, l'un laid, l'autre beau. Eh bien, dans l'ambiguïté de cette superposition de deux masques, il y a comme toute l'ambiguïté du maniérisme. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, si j'ose dire, c'était des échantillonnages. Plus exactement, c'était des tableaux qui me paraissaient révélateurs de certaines vertus maniéristes que je voulais mettre en exergue. Pour terminer, je voulais vous montrer maintenant l'œuvre de deux peintres qui me paraissent être vraiment les premiers grands maîtres du maniérisme. Ces deux peintres, ce sont Pontoro et Bronzino. Et là, j'ai choisi de vous présenter ces deux peintres par le biais d'un même sujet qu'ils ont chacun traité. Ce sujet, c'est la déposition du Christ. Nous allons donc la voir d'abord dans le maniérisme de Pontoro, et nous pourrons par là même le définir, puis dans le maniérisme de Bronzino, et nous pourrons par là même le définir. Alors voilà, la déposition de Pontoro, qui se
à l'église Santa Felicita de Florence. Un tableau absolument invraisemblable. Je pense que vous le voyez du premier coup. Hein. Composition étrange, ton étrange, atmosphère étrange, étrange, choix de couleurs étranges. Enfin, toujours est-il un tableau extrêmement surprenant. Personne ne pèse le moindre poids, tout le monde s'envole, tout le monde se dilue. Ces personnages ne sont plus des personnages mais des nuées. Ce Christ n'est plus un Christ mais une sorte de souple ligne, de sinueuse même, ligne d'horizon. Donc véritablement, il y a dans cette œuvre-là un ton si personnel, un ton si caractéristique qu'il en est à proprement parler maniériste. Mais regardez, lorsqu'on s'approche, regardez dans le détail, là vous voyez mieux, n'est-ce pas? Les auteurs de cette peinture, un corps mi-bleu, mi-rose, mi-bleu par l'effet d'un clair-obscur chromatique, comme seul le maniérisme, mais en tout cas pas le bon Dieu peut en inventer. Ou encore, lorsqu'on y regarde de très très près, regardez ces visages étonnants, ces visages comme recomposés par l'œil de Pontormo, visage de Marie-Madeleine, mais aussi et surtout les visages des assistants qui portent le Christ, absolument, vous le remarquerez, similaires, mais alors à s'y près avec ceux de la Madeleine de tout à l'heure, dans une sorte de très étrange ambiguïté qui, de nouveau, est évidemment une ambiguïté philosophique. Voilà donc pour ce Pontormo qu'on peut approcher plus d'ailleurs de la Venusta de Raphaël que de la Peribilità de Michel-Ange. À l'opposé, voilà Bronzino. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Bronzino, la déposition, est au musée des Beaux-Arts de Besançon. Voilà. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Alors vous pouvez aller la voir et encore une fois, m'excuser de vous avoir amené que des dames. Alors vous voyez qu'à l'opposé de cette sorte d'irradiation complètement immatérielle de Pontormo, il y a chez Bronzino ce sens de la ligne, ce sens de la ligne, voire même cette violence de la ligne, beaucoup plus michelangelesque cette fois-ci que raphaélienne, mais naturellement servie avec un sens de l'élégance opiacée, de l'élégance même ambiguë, c'est un mot décidément que vous m'entendrez prononcer souvent ces semaines prochaines, toujours est-il de l'élégance ambiguë qui appartient au maniérisme en propre. Vous venez de voir l'une des Maries, voilà ici l'un des anges de déposition. Visage étonnant, mais dans lequel vous voyez bien que l'affirmation même des traits et l'affirmation même des volumes est beaucoup plus présente, beaucoup plus existante, beaucoup plus physique que dans cette sorte de vision vraiment que Pontormo nous donnait. Donc vraiment deux génies absolument opposés. Ces deux dépositions-là déjà devraient nous aider. Je vous rappelle quand même que c'est à ce Bronzino que l'on doit la Vénus et l'amour que vous avez vu au début de cours. Alors maintenant je me suis permis encore un détail plus, si j'ose dire, parlant, celui de tout à l'heure. Mais pour rendre justice et pleine justice aux deux maîtres, je voulais finir en vous montrant ce qui est vraiment leur langage, parce que c'est le langage du XVIe siècle, les portraits. Et nous allons simplement terminer ce cours en quelques 2 minutes à parcourir les portraits de Pontormo et de Bronzino, les portraits de ce XVIe siècle florentin, les portraits de ce monde en train de finir, le monde de la Renaissance s'éteint avec eux. Pour préparer la chose, un portrait d'une femme inconnue de la cour médicène due à Parmigianino. Ce merveilleux portrait se trouve au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Parmigianino a ouvert la voie de ces grands portraits de cour dans lesquels se sont illustrés, alors vous allez le voir, et Pontormo et Bronzino. Alors j'aimerais que vous voyez dans ces portraits qui vont défiler devant vous, sans que j'en fasse une étude à chaque fois, j'aimerais que vous voyez devant vous, non seulement donc ce symbole d'une peinture nouvelle, monumentale, glacée, gelée, inquiétante même parfois, qu'est la peinture maniériste, car ce sont des œuvres, picturalement parlant, maniéristes. Mais j'aimerais que vous voyez aussi des modèles qui, de par à la fois leur hauteur et leur angoisse, leur arrogance, mais en même temps leur désarroi, n'en sont pas moins là des œuvres profondément maniéristes aussi. Je pense qu'en fait, les modèles sont au moins aussi maniéristes que les peintres qui les ont livrés. Après ces
4 premiers portraits dus à Pontormo, nous allons maintenant terminer avec quelques portraits dus à Bronzino, le plus grand, sans doute aucun, des portraitistes de la période maniériste. Ici, une poétesse de la cour médicène et amie philosophique de Bronzino d'ailleurs, qui, selon Bronzino, écrivait génialement parce qu'elle était génialement laide. Voilà un autre portrait, ça n'en a pas l'air, mais c'est le portrait même de quelqu'un que vous connaissez tous, au moins de nom. C'est Andrea Doria, le fameux amiral, Andrea Doria en Neptune, une œuvre très déconcertante, conservée aujourd'hui à la Brera de Milan. Voilà l'un des chefs-d'œuvre du portrait maniériste, sans doute, le portrait d'un jeune homme de la cour médicène encore, dans un accord étonnant d'un noir presque bleu et d'un vert presque violet. Ça a l'air bizarre ce que je vous dis, mais c'est vrai. Ce portrait, un chef-d'œuvre, se trouve aujourd'hui à New York. C'est l'une des perles de la collection Frick, une collection qui, comme vous le savez sans doute, n'abrite que des grands chefs-d'œuvre. Voilà, de Bronzino toujours, le portrait d'un jeune humaniste, celui-là au Metropolitan Museum of Art de New York, avec un détail. Regardez là encore le côté coupé au couteau, coupé comme au cordeau, si vous le voulez, de ce paysage qui alors du coup met en valeur l'aspect incisif même du modèle. Et nous approchons maintenant de la famille des princes. Voilà l'épouse même de Cosme Ier de Médicis, la fameuse Éléonore de Tolède, et son fils Giovanni de Médicis. L'œuvre est si implacable que je voulais vous en montrer un détail pour que vous admiriez la technique, mais surtout que vous admiriez ce regard impitoyable de Bronzino, qui est une sorte de sculpteur urbaniste, semble-t-il, de la figure humaine. Autre portrait encore d'une contemporaine de la grande cour des Médicis, Lucrezia Sacchetti, avec un visage là aussi inquiétant. Et celui qui aurait dû être le tableau du jour, mais qui n'est pas le plus beau tableau du monde, mais le plus angoissant, c'est celui que vous allez découvrir maintenant. Dans ce tableau qui est entièrement brun et blanc, vous avez, à mon avis, le visage le plus maniériste que la peinture maniériste nous ait jamais livré. Cette femme, c'est Éléonore de Tolède, épouse de Cosme Ier de Médicis et donc grande-duchesse de Toscane. Elle a été la mère de Francesco Maria de Médicis, le fameux de Bianca Capello. Elle a été la grand-mère de Marie de Médicis. Elle est donc l'arrière-grand-mère de Louis XIII de France. Elle se trouve dans ce jointoiement des destins et dans cette inquiétude du regard, il y a comme le destin du maniérisme. Voilà pourquoi c'est sur ce tableau